À la une aujourd'hui, un document inédit sur la Première Guerre mondiale. Comment vivait-on concrètement à Paris pendant le conflit? Quelle était la vie quotidienne? Philippe Mello a enquêté. Il a épluché les archives, en particulier les journaux d'époque et la propagande. Bonsoir Philippe Mello, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de l'histoire de Paris. Vous publiez donc ce livre, Paris en guerre, 1914-1918, le quotidien des femmes, des enfants, des vieillards, des embusqués et des profiteurs. Alors, on a souvent raconté l'horreur des tranchées de la Grande Guerre, Philippe Mello, le front. On a finalement peu entendu parler de l'arrière, c'est-à-dire de Paris, par exemple, la capitale française. Comment expliquer cette impasse historique ? Parce que je dirais que la vie à Paris était beaucoup moins dense, beaucoup moins difficile, évidemment, que sur le front, on peut l'imaginer sans difficulté. Non, la vie à Paris a été beaucoup plus simple, exception faite, bien sûr, que la ville a été bombardée beaucoup, puisque c'est d'ailleurs même la première ville de l'histoire à être bombardée, fin août 1914. Donc c'est déjà, une première pour Paris. Et de plus, la vie à Paris va être celle d'abord, je dirais, de l'idée de victoire, puisque tout le monde espérera la victoire jusqu'à la fin du mois de décembre 1914. Puis après, ce sera une vie difficile dans laquelle les produits les plus élémentaires vont commencer à manquer. Puis le rationnement vont se multiplier. Donc c'est une vie, je dirais, de restrictions, de difficultés et surtout d'angoisse, d'inquiétude toujours, lorsque les gens se disent où sont nos enfants. Alors 600 photos, souvent exceptionnelles, inédites en tout cas, des affiches publicitaires, des dessins satiriques, il y a même des caricatures, des revues aussi pour enfants. Alors quel était le quotidien à Paris pendant cette guerre? Comment vivait-on? On accueillait les blessés qui revenaient du front, par exemple? Alors il y avait d'abord, évidemment, Paris était sur le front du point de vue des hôpitaux, puisqu'on a créé énormément d'hôpitaux à Paris, qu'ils soient privés d'ailleurs ou publics. Un des plus importants se trouvait dans l'édifice du Palais de la Découverte, et qui a accueilli des milliers et des milliers de blessés de toute nature, et aussi beaucoup dans le but de reconstruction, parce que c'était souvent des gens qui avaient été blessés gravement, amputés et autres. Et puis autrement, donc la vie se poursuivait pour certains avec énormément de difficultés, et pour d'autres, donc c'est là où j'évoque justement cette notion de profiteurs, tous ceux qui ont commencé à s'enrichir grâce à la guerre, c'est-à-dire qui vendaient à l'armée et qui donc profitaient. Alors donc c'est toute une nouvelle catégorie sociale qui est née à cette époque-là, qui est donc de nouveaux riches, mais alors généralement des gens de conditions relativement modestes, des paysans au départ, qui sont devenus, alors qui se couverts de bijoux, couverts d'or, couverts de tout ça, et tout ça, à la vue des quelques permissionnaires à partir de 1915, qui vont découvrir une espèce de vie à l'arrière, comme ça, avec des gens qui s'enrichissent pendant que eux meurent. Et les témoignages que nous connaissons tous sur la vie sur le front étaient suffisamment épouvantables pour faire de ces gens-là, d'ailleurs, une espèce de, je dirais, ça les a traumatisés à un point qu'ils ne parlaient plus. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un refus de raconter, je dirais, entre le côté impressionnant, le côté vraiment déconcertant, je dirais, de cette vie relativement facile à l'arrière. En tout cas, la guerre est partout. Il y a les enfants qui jouent à la guerre. Ça, ce n'est pas une surprise, bien entendu. Alors, il y a aussi le caviardage qui est inventé précisément à cette époque. Pourquoi cette appellation ? Le caviar par excellence, donc est le fait de Dame Sansure, enfin de Madame Anastasie, et la particularité de ce caviardage, je dirais, est d'abord d'être fait vraiment dans l'immédiat, ce qui fait parce que la presse sortait des éditions du matin, du midi, du soir, et donc les gens n'avaient pas le temps de reboucher, les journalistes et les patrons de presse n'avaient pas le temps de boucher les trous, ce qui fait que la presse dite caviardée, donc apparaissait à ce moment-là avec des blancs partout. Alors des fois avec des sommes de textes, avec des morceaux coupés à gauche à droite, ce qui fait que les textes devenaient complètement incompréhensibles. Il y avait des textes préécrits, il y avait des points de suspension. Et surtout, tout ça a été fait avec une certaine absurdité. Ça a été fait par des gens qui avaient été d'anciens militaires et autres, qui pensaient bien faire sans doute, mais le résultat relevait de la plus pure Et on apprend fantaisie. aussi, Philippe Mello, comment les Parisiens vont traverser cette page sombre de l'histoire avec, on l'apprend, un moral, un courage et un humour inépuisable. Paris en guerre, 1914-1918, signé Philippe Mello. C'est aux éditions Omnibus. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions sur TV5 Monde en ce centenaire du début de la Grande Guerre.